Le Mont Saint-Michel fait partie des silhouettes les plus connues au monde et attire chaque année des millions de visiteurs. L'endroit a de quoi fasciner. Enserré de murailles et semblant jaillir du rocher lui-même, il est un dédale de ruelles et de passages étroits qui mènent au pied d'une sorte de château monumental. À l'intérieur se mêlent les échos de 15 siècles d'une histoire mouvementée et souvent insolite. À la fois sanctuaire, abbaye, forteresse et prison, l'endroit cumule les époques et les fonctions. Que s'est-il passé ici? À qui étaient destinées ces salles majestueuses et ces cachots minuscules? Que révèlent ces passages dissimulés dans les murs sur la vie des moines au Moyen-Âge? Comment les bâtisseurs ont-ils accroché un tel édifice à la pointe d'un rocher? Les questions sont multiples. Mais aujourd'hui, à l'occasion d'un vaste chantier de restauration, historiens, archéologues et scientifiques se penchent à nouveau sur le monument et l'explorent grâce à des technologies originales et des approches inédites. Il est maintenant possible de percer certains des mystères de son architecture, de révéler les histoires qui l'ont forgé et de comprendre comment, du rêve légendaire d'un abbé, est née une cité fantastique bâtie entre ciel et mer. Étrange destin que celui du rocher. Planté au cœur d'une baie immense, culminant à 80 mètres, régulièrement cerné par les marées les plus fortes d'Europe, ce monticule de granit semblait fait pour les vies solitaires, coupées du monde. L'histoire et les hommes en ont décidé autrement. Ils se sont employés à ériger ici, malgré les 1000 difficultés du terrain, une construction à nulle autre pareille, et tout entière impressionnante. De ses façades monumentales au labyrinthe qui la compose, c'est-à-dire un assemblage d'escaliers, de cryptes et de quelques 25 salles réparties sur 4 niveaux. En réalité, l'abbaye est le fruit d'une longue succession de projets architecturaux et de catastrophes qui ont modifié sa structure. Mais elle a aussi été façonnée par les péripéties de la grande histoire à laquelle elle s'est souvent retrouvée mêlée. Pour retracer le destin du Mont Saint-Michel, il faut d'abord remonter aux origines et explorer un monde où se mêlent légendes, religion et histoire. Les écrits les plus anciens mentionnent la présence de moines ermites dès le VIe siècle sur le rocher. Mais c'est plus tard, au 8e siècle, qu'il va réellement devenir un site chrétien et commencer à attirer des pèlerins venus de toute l'Europe. Le récit de cette fondation est contenu dans de très vieux manuscrits restés longtemps muets. Merci beaucoup. Ces ouvrages ont été rédigés par les moines du Mont Saint-Michel. Ils ont miraculeusement survécu aux multiples incendies qui ont affecté les bâtiments et au saccage de la Révolution. Aujourd'hui, ils constituent une source d'information unique sur les origines du Mont Saint-Michel. C'est par le biais des manuscrits que j'ai découvert ces textes fondateurs qui n'avaient pas encore été traduits. On a écrit des centaines d'ouvrages sur le Mont Saint-Michel sans très bien comprendre ces textes latins, dont le plus ancien, qui est ici dans ce manuscrit 211, qui date de la fin du Xe siècle. Il s'agit de la Révélatio. On peut y lire le récit de la création par un certain Aubert d'un premier sanctuaire dédié à Saint-Michel sur le rocher. Quodam tempore, cum religiosissimus et domino amabilis. Un jour que l'évêque d'Avranches, nommé Aubert, un homme très pieux et aimé de Dieu,
s'était endormi profondément, il fut invité par une révélation de l'archange à construire au sommet du site un sanctuaire. Oui, une apparition. Et qui fait du mont un lieu élu par Saint Michel lui-même. Le texte précise même le modèle architectural de la construction. Il construisit un édifice qui avait une forme circulaire à la manière d'une grotte. Il voulait lui donner la forme du sanctuaire du mont Gargan. Dès l'origine, il y a un lien qui est créé entre le mont Saint-Michel et le premier édifice d'Occident qui a été dédié à Saint-Michel, c'est-à-dire le mont Gargan. Ce récit miraculeux témoigne en réalité de la diffusion de l'un des cultes les plus populaires du moment. Pour en comprendre la genèse, il faut suivre les deux chanoines qu'Aubert envoie effectivement au mont Gargan, au sud de l'Italie, afin de se procurer des reliques. Ils vont ainsi parcourir plus de 2000 km à pied jusqu'au sommet d'une petite montagne, dans les Pouilles. Creusé dans une grotte, le site est encore de nos jours visité par les pèlerins et marque de façon spectaculaire le chemin emprunté par le culte lui-même dans sa conquête de l'Europe. Les premiers lieux de culte dédiés à Saint-Michel se trouvent en Orient, dans la Turquie actuelle, mais aussi en Égypte et sur tout le bassin méditerranéen. Ici, le culte de Saint-Michel est arrivé depuis l'Orient au 5e siècle. Probablement parce que les Pouilles étaient une région frontalière qui permettait les échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident. Le succès de l'archange est large et rapide, comme en témoignent les centaines de graffitis datés du 7e siècle pour les plus anciens, et laissés par des visiteurs venus d'Italie, d'Espagne, de Grèce, de France ou des îles anglo-saxonnes. Le culte pour Saint-Michel et pour les anges plonge ses racines dans la tradition biblique. Michel, dont le nom hébraïque signifie « qui est comme Dieu », est mentionné déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Daniel, mais aussi dans le Nouveau Testament. Michel est le prince des milices célestes, le chef des anges qui se range du côté de Dieu contre les anges arrogants, contre le mal, le défenseur de toute la chrétienté. Mais il a aussi d'autres fonctions, comme celle de guider les âmes dans l'au-delà, d'être le guide des âmes, ou aussi d'être l'ange guérisseur qui mène à la guérison. Les multiples pouvoirs de l'archange génèrent un culte des plus attractifs qui trouve ici sa forme architecturale. Lorsque le culte de Saint-Michel s'installe dans cette grotte, sur le mont Gargan, il devient rapidement un modèle, un prototype pour de nombreux autres sanctuaires, non seulement d'Italie du Sud, mais en général de toute l'Europe. Le culte de Saint-Michel est désormais profondément lié à la grotte, à ce décor naturel très suggestif, à la montagne. Isolé, escarpé, le rocher normand est l'endroit parfait pour accueillir le nouveau sanctuaire. Et il prend toute sa valeur grâce aux reliques ramenées par les envoyés d'Aubert. Selon le texte, un bout du manteau de Saint-Michel et une pierre sur laquelle il aurait posé son pied. Le mont s'inscrit dorénavant sur le chemin des pèlerins. On en trouve la trace écrite sous la plume d'un moine nommé Bernard. Il a laissé le récit du pèlerinage qu'il a mené du mont Gargan à Jérusalem pour s'achever ici, au mont Saint-Michel, en l'an 867. Et il précise dans son journal que l'église en l'honneur de Saint-Michel se trouve au sommet de la colline.
On n'a cependant jamais retrouvé le moindre vestige de ce premier sanctuaire. Il demeure une construction énigmatique, introuvable dans l'enchevêtrement des bâtiments actuels. Il serait illusoire d'imaginer que l'on sait tout du Mont Saint-Michel. C'est un livre dont certains chapitres restent à écrire. Et c'est d'autant plus intéressant à étudier que certaines époques ont tenté d'effacer les précédentes. C'est donc une sorte d'énigme à lever. Partant à la recherche de cet empilement d'éléments architecturaux, empilement apparent, mais aussi empilement à l'intérieur des espaces eux-mêmes, c'est à la fois un exercice qui peut relever du parcours initiatique, labyrinthique, presque même une enquête policière particulière. Pour nous, il s'agit maintenant de trouver où commence l'histoire architecturale du Mont Saint-Michel. Autrement dit, quelles sont les premières traces concrètes de son existence? Le Mont Saint-Michel n'a cessé de se construire et se reconstruire sur lui-même au cours du temps, comme un gigantesque monument gigogne. Pour remonter son histoire, il faut descendre dans ses entrailles, traverser les salles comme on traverse les siècles, emprunter des couloirs qui s'enfoncent dans le passé, jusqu'à atteindre le cœur de l'édifice. On est remonté dans le temps, on est dans l'espace le plus ancien du Mont Saint-Michel. Mais au niveau de la définition de ce qu'on voit autour de nous, ça reste assez mystérieux. Parce que toutes les époques ici se sont concentrées, ont repris des parties, des restaurations. Et donc, il faut démêler tout ça pour arriver à comprendre ce qu'il y a ici à l'origine. Cette chapelle mystérieuse, aujourd'hui nommée Notre-Dame-sous-Terre, est longtemps restée murée et donc inexplorée. Il faut attendre le début du XXe siècle pour qu'on la redécouvre et que l'on commence à l'étudier. On a alors imaginé que ces murs étaient ceux du mystérieux sanctuaire édifié par Aubert. La science a montré qu'il n'en était rien. En travaillant sur certains matériaux, notamment la brique, recoupée avec les datations qu'on pouvait faire à partir des charbons de bois contenus dans les mortiers, on a pu montrer que rien n'appartenait au 8e siècle. Tout appartenait à des réaménagements, des reconstructions plutôt du 10e siècle, donc bien après la première occupation ici du mont. Aujourd'hui enfoui au cœur du monument, invisible de l'extérieur, cet espace constitue cependant la première construction d'importance édifiée sur le rocher. C'est pour comprendre sa structure étrange, en double nef, que Christian Sapin a effectué il y a quelques années des travaux très poussés de datation. On a pu montrer qu'il y avait deux phases dans le Xe siècle. C'est d'abord un espace quadrangulaire d'une salle importante, éclairée par des fenêtres. Et puis, dans un second état, on va diviser cette salle en deux, placer deux autels pour des besoins qui correspondent tout à fait à une évolution de la liturgie. Objectif probable, aménager l'endroit afin de permettre un accueil le plus large possible des pèlerins et la présentation des reliques depuis les tribunes qui surplombent les autels. Une mise en scène solennelle qui a aussi l'avantage de placer les précieux objets de culte à l'abri des tentatives de vol. Mais cet aménagement comporte une autre particularité qui intéresse l'archéologue. C'est la présence de couloirs débouchant au niveau des tribunes et qui suppose l'existence d'un autre bâtiment associé à Notre-Dame-sous-Terre. Alors, où menaient ces passages à l'époque? À qui étaient-ils destinés? L'accès à ces tribunes ne peut être que privilégié. Seuls les moines, à mon avis, peuvent accéder là.
En tout cas, quelle que soit la fonction d'espace supérieur, il est sûr qu'il y a une relation entre cette partie supérieure et puis les tribunes. Ah, voilà, ça vient. Voilà, on découvre l'abbatiale. Aujourd'hui, ce passage aboutit dans la nef de la grande église abbatiale, édifiée plus tardivement au XIe siècle. Auparavant, il y avait donc ici une autre construction, dont on retrouve les traces au sol. Ces lignes rouges marquent en effet l'emplacement des murs découverts lors de fouilles réalisées au début du XXe siècle par l'architecte Paul Gou. Reportées sur un plan, ces lignes rouges dessinent l'empreinte d'un édifice placé dans le prolongement exact de Notre-Dame sous terre. Pour l'archéologue, la fonction de ce bâtiment fantôme est claire. Cette partie orientale, déjà, Paul Gou, il voyait le bâtiment des moines. Pour nous et quelques-uns de nos collègues, on imagine plutôt, vu sa situation sur orientation, le plan d'une église, une église du 9e, 10e siècle. Et dans ce que les moines vont faire, on a une volonté d'avoir une utilisation liturgique des deux espaces. On invente, à partir des possibilités du site, un ensemble liturgique assez exceptionnel. Une église en haut réservée aux moines, une chapelle en contrebas destinée aux pèlerins, on a là les parties consacrées au culte d'un premier monastère. Ces vestiges témoignent des changements qui touchent le mont à la fin du Xe siècle. On entreprend de remplacer le petit sanctuaire d'Aubert par un nouvel ensemble de bâtiments monastiques. Quelle est la raison de ce soudain besoin d'expansion? Pour le comprendre, il faut quitter le rocher et s'intéresser au royaume de France. Du moins, ce qui en tient lieu. Nous sommes sous le règne des derniers rois carolingiens qui ne contrôlent qu'une très faible partie du royaume. L'essentiel du territoire est constitué de duchés quasi indépendants du pouvoir royal. Parmi eux, le duché de Normandie. Il est gouverné par Richard Ier, descendant direct du chef viking qui a conquis ces territoires. Il a maintenant besoin d'affirmer son autorité. Quand on est duc de Normandie, on a envie d'assurer ses frontières. Il fait construire des châteaux, mais vers la Bretagne, il veut un pôle religieux qui soit en même temps un pôle économique efficace qui tienne bien la région d'Avranches. Donc il va fonder un monastère bénédictin vers les années 965-966. Les chanoines installés par Aubert quelques 2 siècles plus tôt sont alors remplacés par des moines bénédictins. Un changement de communauté qui impose de nouvelles constructions. Avec la venue des bénédictins, on entre dans une ère totalement différente. Nous avons une nouvelle organisation de l'espace avec un monastère qui peut accueillir entre 40, 50, 60 moines. C'est à peu près les effectifs de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Installés dans leur monastère par la volonté du duc de Normandie, les bénédictins vont parvenir à renforcer encore leur légitimité grâce à une étrange découverte. Un crâne, oui, que les pensionnaires de l'abbaye présentent aussitôt comme celui du fondateur du premier sanctuaire, l'évêque d'Aubert. Comment est-il arrivé là? Nous avons un texte qui s'appelle « De translatione Odberti ». Dans ce texte, on nous raconte une histoire incroyable de la découverte d'un squelette. Bernier, qui était un des derniers chanoines au moment où les bénédictins se sont installés au sommet du mont, furieux de se voir dépossédé en quelque sorte, va aller déterrer le corps de Saint-Aubert et il demande à son neveu de transporter de nuit ce squelette et de le déposer dans sa cellule.
ce squelette va y rester jusque vers les années 1009-1010. Et là, les moines vont démonter les planches du plafond et ils vont découvrir dans la soupente un coffret avec un squelette. Et là, on découvre que le crâne a un trou. La particularité anatomique est aussitôt exploitée par les bénédictins pour renforcer la légende d'Aubert. On explique dorénavant que l'archange a touché du doigt la tête de l'évêque afin de l'inciter à construire le sanctuaire. Il en a gardé un trou dans le crâne. Marqué du doigt magique, il installe désormais un lien direct entre l'archange et le mont et devient une relique inestimable. Je dirais que c'est la seule relique qui existe de l'archange Saint-Michel, puisque c'est une relique en creux du doigt de l'archange. Ce crâne existe bel et bien. Il a survécu à la destruction des objets de culte lors de la Révolution française. Aujourd'hui, il est conservé dans le trésor de l'une des églises d'Avranches. Voilà. Il est ainsi possible de l'examiner et peut-être d'éclaircir l'origine de la légende. Pierre Tillot, paléopathologiste, veut profiter de cette sortie exceptionnelle pour réaliser le maximum d'observations sur la relique. L'imagerie médicale lui permet de constater l'absence de traces de cicatrisation, d'inflammation ou de destruction de l'os. Il ne s'agit donc pas d'une trépanation, d'une maladie infectieuse ou même d'un orifice pratiqué par les moines pour fabriquer leurs récits. Alors quel est son diagnostic? On voit bien la margelle qui borde d'une épaisseur assez constante de 1 cm tout le pourtour de l'orifice. On peut vraiment affirmer que c'est un kyste épidermoïde. On n'en meurt pas. C'est une tumeur bénigne qui ne se signale souvent chez le patient que par une bosse qui apparaît sous le cuir chevelu. C'est une affection qui est rare. Et cette rareté vient encore essayer d'apporter un élément favorable à la croyance. Vous savez, la vieille sentence qui dit « Croyez que cette perforation est bien le signe d'une révélation angélique ». Ça marche. Les récits de miracles attribués au crâne se multiplient. Le mont gagne en renommée et donc en fréquentation. Conséquence du succès, il faut à nouveau agrandir pour permettre l'accueil des pèlerins et donner à l'abbaye une ampleur architecturale à la mesure de son rayonnement. Le nouveau projet est ambitieux. Il s'agit de construire, au sommet du rocher, une église de 80 mètres de long. Elle sera aussi étendue que le mont est haut. Mais comment un édifice d'une telle envergure peut-il tenir à la pointe d'un monticule de granit? Un véritable défi architectural. Les bâtisseurs décident alors de multiplier les cryptes tout autour du rocher afin de combler la pente. Elles témoignent en réalité d'un double programme imaginé par les moines. Répondre aux contraintes architecturales tout en proposant aux pèlerins un véritable parcours mystique. La crypte Saint-Martin date à peu près de 1023. On est au début de la construction de l'église romane avec ce volume qui est voûté en berceau. Il y a 9 mètres de portée. Et ce qui est extraordinaire, quand on s'arrête dans cette crypte, on éprouve un sentiment d'équilibre entre monumentalité mais humanité. Humanité parce que le corps humain est la mesure de cette architecture. Constituée d'un cube parfait surmonté d'une demi-sphère, cette crypte est aussi un espace destiné à marquer le pèlerin dans sa montée vers le sanctuaire de l'Archange. Ce carré devient presque un cercle. Et le passage symbolique
du carré au cercle, dans tout l'art occidental, dans l'art en général. C'est le passage entre un monde et l'autre. Et tout dans ce volume roman ne parle au fond que d'une seule chose, ce passage d'un monde vers l'autre. Voyage spirituel autant que physique qui se prolonge pour le pèlerin par d'autres espaces solennels. Comme cette forêt de piliers gigantesques qui soutiennent le cœur de l'église. Et puis, une ultime chapelle dont l'accès se dissimule dans l'épaisseur du mur. Réservée aux moines, hors des circuits de visite, elle a échappé aux restaurations du XXe siècle et garde les traces de ses décors d'origine. Avec Notre-Dame sous terre, les cryptes forment une véritable couronne enserrant le sommet du rocher et offrent désormais une surface plane sur laquelle on va pouvoir construire la nouvelle église. Du bâtiment original, il ne subsiste aujourd'hui que certaines des parties. Mais elles témoignent clairement du style voulu par les bâtisseurs et de la performance architecturale ici accomplie. Le cœur roman a disparu, mais il nous reste les transepts, avec un transept au sud, le bras du transept, qui est quasiment intact depuis le XIe siècle. Et puis surtout, la grande nef romane, une nef qui a été construite à l'époque de Guillaume le Conquérant, et qui ressemble aux grandes églises normandes de cette époque, vis-à-vis de Bernay, de Jumièges, de Caen, avec des tribunes et une charpente de bois. On aurait pu voûter de pierre. La preuve, les transepts sont voûtés. Mais pour la nef, on a voulu une charpente de bois. Pas seulement pour donner de la lumière, de l'ampleur, mais pour aussi, en quelque sorte, reproduire les églises de Charlemagne. Les églises de Charlemagne copiaient les basiliques romaines, qui avaient des plafonds de bois. Eh bien, les Normands vont copier les églises de Charlemagne. Et au-dessus des fenêtres hautes, nous voyons de grands arcs de décharge. Ils servaient à équilibrer le poids de la charpente, le poids des toitures et du vent sur ces toitures, sur les seuls piliers. On a déjà en germe les structures de l'architecture gothique avec la répartition des forces des poussées. Tout ça est déjà parfaitement conçu, parfaitement assimilé par les bâtisseurs du XIe siècle. Amputée au XVIIIe siècle de 3 travées à la suite d'un incendie, l'église abbatiale impose cependant au site cette silhouette pyramidale qui ne pourra que s'affirmer au gré des nouvelles constructions. Aujourd'hui, à la vue de cet imposant vaisseau de pierre amarré au sommet du rocher, on peut s'interroger sur le chantier qui a permis de l'édifier. Et d'abord sur son financement. Comment une abbaye plantée aux confins de la Normandie génère-t-elle les moyens nécessaires à une telle entreprise? Les réponses sont contenues dans ce manuscrit, qui à sa façon témoigne de la richesse et de l'organisation du Mont-Saint-Michel. Ce cartulaire est un document incontournable qui permet vraiment de plonger dans l'histoire économique de l'abbaye. C'est la compilation de plusieurs chartes, dont les plus anciennes remontent à l'an 1000. Et à travers cette compilation, on a le reflet assez précis de l'ensemble des domaines qui étaient détenus par les moines du Mont-Saint-Michel, tout autour de l'abbé, mais aussi parfois très loin, puisque les possessions des moines du Mont-Saint-Michel s'étendent jusqu'en Angleterre, en Cornouailles notamment, dans les îles anglo-normandes, mais aussi un peu plus loin vers le Maine ou vers la Bretagne. Un vaste patrimoine qui provient des donations faites à l'abbaye par les nobles afin d'assurer le salut de leur âme. Alors c'est un capital immobilier, mais c'est aussi un capital qui rapporte et permet de financer les grands chantiers de l'abbaye. On peut penser notamment aux moulins. Les moulins sont des lieux qui sont très prisés par les moines, puisqu'on a besoin de ces moulins jour après jour. C'est la même chose pour les ponts, c'est la même chose pour les ports. Il y a systématiquement des taxes, des redevances qui sont versées à l'abbaye par toute personne qui utilise ses propriétés foncières. Les donateurs les plus généreux sont bien sûr les ducs de Normandie. En particulier Richard II, qui dote l'abbaye en 1022 d'un ensemble d'îlots situés au large de la baie. Ce sont les îles Chausey. Et elles présentent une particularité qui va changer l'histoire du mont. Il s'agit d'une réserve de granit quasi inépuisable et relativement facile à exploiter.
Là, on se trouve dans une carrière qui a servi à la construction du Mont-Saint-Michel. Et l'intérêt de ces carrières, en proximité de mer, c'est qu'on pouvait transporter le granit en utilisant la marée. Quand la mer baisse le matin, le courant vient du sud, c'est-à-dire qu'il vient de la baie et il vous emmène vers Chauzé. Et quand la marée remonte le soir, le courant vient du nord et il vous ramène dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc pour transporter du granit à cette époque, c'était tout à fait pratique parce qu'on coupait des blocs, et des très gros blocs qui n'étaient pas faciles à transporter, on les accrochait sous les bateaux. Quand les bateaux flottaient, ils se soulevaient avec le bloc et ils étaient remorqués tout doucement à la voile en allant vers le Mont-Saint-Michel. Alors souvent, ce qui se passe quand on voit des tas comme ça, des petits tas avec des petits blocs, c'était des pierres qui étaient taillées sur place dans la forme voulue pour la destination. Car cette pierre, en plus de son abondance et sa proximité, a une autre qualité. Chauzé a vraiment été dominant dans la construction artistique du mont, parce que le granit de Chauzé a une qualité, c'est qu'il est plus malléable que certains granits. Et il est facile à travailler artistiquement. C'est pour ça que dans tous les édifices religieux de la côte, même jusqu'à Jersey, on retrouve le granit de Chauzé qui a servi à faire les parements d'église, à faire des ornements, à sculpter des gargouilles. Il y en a même sur Notre-Dame de Paris, du granit de Chauzé. Le granit de Chauzet permet aux moines d'envisager de grands travaux. Les besoins sont immenses. En plus de l'église, c'est tout un monastère qu'il faut édifier, avec ses bâtiments conventuels, ses annexes, ses espaces ouverts aux pèlerins et aux pauvres. Les pierres sont tissées par des monts de charge actionnés grâce à des roues d'écureuil. À partir des années 1020 et pendant près de 2 siècles, l'abbaye romane se construit sans jamais interrompre ni la vie liturgique, ni les pèlerinages. Les abbés se succèdent à la tête de la communauté, se passent le relais de ce vaste chantier. Chacun lance son programme de construction, ajoute des bâtiments, des jonctions et des fonctions à cette cité protéiforme qui est en train de naître. Cette fois cependant, la plupart des nouveaux ouvrages ne reposent plus sur un plateau de crypte, mais sont accrochés directement sur la pente du rocher. Résultat, les poussées horizontales ne peuvent être contenues que par des contreforts collés au bâtiment et donc moins efficaces. Quant aux murs de soutènement, il manque souvent d'épaisseur et de cohésion. En vérité, le mont est fragile, sensible aux plus petits tremblements de terre, à l'érosion. À 3 reprises au moins entre le XIe et le XIIe siècle, l'abbaye perd la moitié de ses constructions, sans compter les incendies qui provoquent de fréquents ravages. Chaque fois, on reconstruit, on remanie. Les parties romanes qui subsistent sur plusieurs niveaux forment un dédale de salles, de couloirs et d'escaliers dont on peine à comprendre précisément l'usage. Des espaces d'autant plus compliqués à interpréter qu'ils ont été largement remaniés lors des restaurations effectuées au XIXe et au XXe siècle, en particulier par l'architecte Paul Gou. Paul Gou arrive sur une situation qui est relativement complexe et lui va gommer finalement tous les vestiges et il va essayer de restituer un état harmonisé de l'époque romane. Il veut une abbaye romane alors on sait qu'on en a au moins deux voire trois étapes. Ouais. Alors, aujourd'hui, est-il encore possible de donner du sens aux vestiges romans? Comment clarifier le fonctionnement des lieux il y a plus de 10 siècles? Au centre des interrogations, cet escalier monumental qui traverse les parties romanes. Aujourd'hui, il constitue un axe de circulation important. Mais pour l'historienne, il s'agit là probablement du résultat des restaurations réalisées par Paul Gou. Tout le parement
on va dire sur les 2/3 de la hauteur, a été très chamboulé. À la fois, tu as des reprises, tu as beaucoup de restaurations. On a des traces de césure, on a des désordres dans les maçonneries. D'autres traces de reprise semblent témoigner d'une ouverture ancienne dans la paroi. C'est bizarre. Qu'en était-il à l'origine? Il est possible d'aller voir de l'autre côté du mur. Cet espace, fermé au public, constituait à l'époque le logis des abbés en charge de la communauté. Mais on y trouve aussi des vestiges bien connus de Florence Margot. Tu vois cette grande arcade qui a complètement disparu de l'autre côté? C'était probablement une circulation majeure. Mais il faut imaginer que ce niveau de sol, le évidemment, niveau de sol, il faut le baisser. Ouais. Ça a été muré et ça a été entresolé. Plus intriguant encore, ces passages qui s'infiltrent dans les murs. À quoi servaient-ils? Où conduisaient-ils? Un petit peu d'escalade. Voilà. Voilà. Pour l'historienne, toutes ces questions révèlent l'existence d'un système de circulation très ancien, sans doute imposé par le fondateur de l'ordre des bénédictins. La règle de Saint-Benoît, elle détermine la vie des moines et l'organisation du bâtiment. Les moines ne doivent pas croiser les pèlerins, les moines ont leur propre circulation et lieu de prière. Même à l'intérieur de l'église, il y a des espaces qui sont séparés, qui sont souvent même cloisonnés. Il est clair que les moines ont vécu avec cette règle, qu'on leur lisait quotidiennement. Et les différents architectes, ils avaient ça dans la main et ça devait dicter effectivement leur projet de construction. Il n'est pas possible qu'ils n'en aient pas tenu compte. Le meilleur exemple de cette organisation architecturale est le plan de l'abbaye de Saint-Gall, en Suisse. Il montre la disposition d'un complexe monastique médiéval établi selon la règle de Saint-Benoît. Problème, au Mont Saint-Michel, il faut adapter un plan horizontal à un rocher qui impose de tout construire à la verticale. Réel défi pour les bâtisseurs de l'époque, devenu un vaste puzzle pour les chercheurs d'aujourd'hui. Pour le résoudre et vérifier ses hypothèses, Florence Margot utilise de nouveaux moyens d'enquête. Il s'agit de scanner un à un tous les espaces qui composent les parties romanes, soit une bonne moitié de l'abbaye. Objectif, créer un modèle numérique exact des zones à étudier. Un double parfait qu'elle va pouvoir soumettre à des observations nouvelles et irréalisables sur le terrain. On va essayer de repérer les couloirs qui ont été scannés pour voir s'ils sont sur le même niveau de circulation. Alors voilà, on voit bien le premier là. On voit qu'il débouche dans le vide aujourd'hui. On pense qu'il y a un bâtiment ici qui s'est effondré. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il fonctionne sur le même niveau que le petit couloir qui est situé dans les logis de l'Ouest. Ouais, on va isoler les deux couloirs qui sont ciblés. Ah oui, ça c'est très bien, ça c'est parfait. Eh ben oui. Là, on a celui du couloir nord et il est sur le même niveau que celui qui longe la salle des Fleurs de Lys. Le plan original de l'abbaye romane commence à se reconstituer. C'est tout un réseau de couloirs creusés dans les murs qui apparaît. Il permet de retrouver la fonction de certaines salles et bâtiments disparus. On est vraiment sur des couloirs qui nous permettent d'identifier les espaces monastiques. On a ce couloir qui provenait en fait du bâtiment des cuisines qui a été effondré, qui devait également desservir la salle qui jouxtait ce bâtiment des cuisines qui devait être le réfectoire des moines. Et on a donc un couloir qui se prolonge vers l'ouest
ici le fantôme d'un morceau de bâtiment qui a dû s'effondrer avant la fin du Moyen-Âge. Et on retrouve le parcours avec l'autre petit tronçon qui desservait le logis de l'abbé à l'ouest, avec un abbé qui est amené à accueillir des pèlerins de marque et donc à avoir un espace de restauration qui est distinct du réfectoire des moines. Sur des couloirs qui sont vraiment liés au service. Le but est de circuler sans déranger la communauté. Et on a une séparation qui devait être ici matérialisée entre la clôture et les espaces auxquels pouvaient accéder les pèlerins. Cette nouvelle vision du plan permet à Florence Margot de reconstituer, hors des espaces réservés aux moines, l'ancien parcours des pèlerins. Première étape, la grande arcade murée. Cette vue, elle est intéressante parce qu'on voit la grande arcade par laquelle arrivaient les pèlerins. Elle fait dans les 5 mètres de haut, donc c'est vraiment une arcade monumentale. Elle débouchait donc devant Notre-Dame sous terre qu'on aperçoit ici en coupe. La petite chapelle où se retrouvaient les pèlerins aux origines de l'abbaye demeure ainsi dans le circuit. Mais elle n'est plus le lieu de culte principal. Il semble que le principe de cette circulation soit de pouvoir longer, en tout cas à défaut d'y pénétrer, l'endroit qui est identifié dès l'époque romane comme l'endroit le plus sacré de l'abbaye. Les pèlerins empruntaient ensuite un escalier existant dès l'origine de l'abbaye romane et qui les conduisait directement dans la nef de l'église, côté sud. Ils atteignaient ainsi le cœur des espaces liturgiques par un chemin bien distinct de celui des moines qui accédaient à l'édifice par le côté nord. Grâce aux travaux de Florence Margot et aux recherches antérieures, il est maintenant possible de préciser l'aspect général des bâtiments au XIe siècle. Au nord, les cuisines et le dortoir qui bordent la nef de la grande église abbatiale. En avant de la façade, un espace réservé aux religieux, peut-être un premier cloître. L'accès des pèlerins à l'abbaye, lui, se situe côté sud, en contrebas. Un état forcément éphémère, tant la géographie des lieux va changer au gré des destructions, des réaménagements, mais aussi des nouveaux projets qui vont marquer le destin exceptionnel du Mont-Saint-Michel. Ainsi, dès le siècle suivant, l'abbé Robert de Torigny fait construire 2 tours en façade de l'église et confère au monastère un rayonnement unique en Europe. Il va faire de l'endroit au XIIe siècle l'un des hauts lieux de la pensée occidentale. Fin politicien et brillant érudit, il dirige la communauté pendant 25 ans. On le connaît pour les chroniques qu'il rédige sur son temps, mais aussi pour son amour des livres. Il équipe ainsi la bibliothèque du monastère de près de 140 ouvrages. Chiffre énorme pour l'époque, et qui vaut à l'abbaye le beau nom de Cité des livres, bien avant que Paris ne prenne la relève. C'est aussi sous sa direction que le scriptorium du Mont-Saint-Michel devient l'un des plus productifs d'Europe et développe même un style propre où la collaboration entre images et texte est si étroite qu'on parle d'écriture enluminée. Voilà. On a la chance d'avoir conservé 200 manuscrits qui donnent une image de la composition de ce qu'était une bibliothèque médiévale. L'essentiel sont les ouvrages religieux. Mais une partie de la bibliothèque était constituée d'ouvrages profanes, environ 15 à 20%, des grands auteurs classiques, Virgile, Cicéron, des historiens de l'Antiquité, mais la particularité quand même du mot, qui est, j'allais dire, un mystère non encore expliqué, c'est la présence de ce livre-ci, La rhétorique d'Aristote. Aristote qui est un auteur quasi interdit par l'Église à cette époque-là parce qu'il veut expliquer scientifiquement tout ce qui existe. Les moines du mot, ils sont dans un tel environnement maritime où il se passe des phénomènes des marées, tremblements de terre, la foudre,
Et ils veulent des explications. C'est pour ça qu'ils ont l'intégralité de Pline l'Ancien, qui est un auteur scientifique, et qu'ils ont vraisemblablement voulu avoir Aristote pour essayer de percer le mystère de toutes ces réalités qui les entourent. La quête du savoir au sein de l'abbaye est totale, jusqu'à compiler les connaissances fondamentales en mathématiques, en géométrie et en astronomie. On a l'exemple de ce manuscrit 235 qui contient de très nombreux dessins montrant comment l'on peut, par exemple, interpréter le triangle rectangle. Là, vous avez un personnage qui est en train d'utiliser un appareil pour fixer l'étoile polaire, pour avoir le nord. Vous avez également des personnages qui essaient d'apprécier la hauteur soit d'un arbre, soit d'un monument, à partir d'une angulation. Donc, il y a là énormément de règles de mathématiques que les moines utilisaient évidemment pour la construction de leurs édifices. Donc, c'est une culture très complète, encyclopédique, qui anime les moines à cette époque-là. Cependant, l'abbé Robert de Torigny va ajouter encore une discipline à ce programme déjà très complet. Il s'agit de l'histoire, et dont il nous livre une chronique impressionnante. Ce qui est surprenant, c'est qu'il va nous donner pour les années 1150-1186 des informations sur le monde entier, année par année, qui se passe dans le royaume de Germanie, de ce qui se passe à Rome, de ce qui se passe en Espagne, de ce qui se passe en Italie du Sud avec les Normands, le roi Henri II qui se déplace, parce qu'il est bien informé sur Henri II, qui est un ami très cher à l'abbé Robert de Torigny, et chaque fois que le roi d'Angleterre vient dans la région, il fait une visite au Mont-Saint-Michel, et l'abbé Dumont se déplace régulièrement en Angleterre. Il faut dire que le Mont-Saint-Michel est devenu anglais, ou plutôt anglo-normand. Tout a commencé un siècle plus tôt quand un certain Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, se lance à l'assaut de l'Angleterre et devient le souverain d'un nouveau royaume comprenant l'Angleterre et la Normandie. Le jeune roi entreprend alors de remplacer la plupart des évêques anglais par des Normands. Et le Mont-Saint-Michel en profite pour étendre ses possessions outre-Manche. En Cornouailles, par exemple, dans le sud de l'Angleterre, où l'on édifie un monastère, St. Michael Mount, en s'inspirant nettement du modèle normand. C'était certainement déjà un centre religieux avant qu'il ne soit dédié à Saint-Michel. Je pense que c'était déjà établi et qu'il y avait d'autres bâtiments avant ceux que vous voyez aujourd'hui. En tout cas, dans les années 1130, Bernard Labec, qui était l'abbé du Mont-Saint-Michel, a fait construire l'église que nous avons ici et le prieuré. Les rapports entre l'abbaye normande et ses possessions anglaises sont intenses. Ils permettent des échanges de manuscrits, mais instaurent aussi un véritable lien politique. Je pense que pendant 200 ans, il y avait une relation étroite. Parce que Guillaume le Conquérant, comme on l'appelle, quand il est arrivé ici, a été très malin. Il a intégré ses nouvelles conquêtes à la Normandie. Il y a donc eu beaucoup d'échanges. Et à l'arrivée d'Henri II, les relations avec l'abbé du Mont-Saint-Michel, l'abbé Torigny, étaient très étroites. Torigny était d'ailleurs le parrain d'une de ses filles, ce qui suggère qu'ils étaient très bons amis. C'est d'ailleurs sous les auspices de Robert de Torigny et dans l'église abbatiale du Mont-Saint-Michel que les rois d'Angleterre et de France se rencontrent en 1158 pour tenter de régler leurs différends. L'abbaye normande est devenue un centre de pouvoir à la fois spirituel, économique et politique. Elle constitue désormais un enjeu important dans le conflit territorial qui oppose les royaumes d'Angleterre et de France. « 1204. Le roi de France, Philippe Auguste, profitant de dissensions au sein du royaume d'Angleterre, entreprend de reconquérir cette Normandie infidèle.
Il confie à ses alliés bretons le soin de s'emparer du mont Saint-Michel. Le résultat est catastrophique. Les Bretons saccagent le village, l'incendie, les flammes gagnent l'abbaye. Le mont redevient français, mais très abîmé. Philippe Auguste s'empresse alors de donner les moyens nécessaires pour réparer les dégâts. Il s'agit de rendre son prestige à un édifice planté sous le nez des Anglais. Ce sera la Merveille, chef-d'œuvre de l'architecture gothique. La Merveille est une muraille de plus de 40 mètres de hauteur, miraculeusement accrochée à la pente du rocher, et où s'étagent, dans un ordre symbolique, les salles nécessaires aux moines et à leurs visiteurs. Les plus prestigieux d'entre eux se voyaient conduits directement à la salle des hôtes. Épurée, tout en finesse, elle a vu passer la plupart des rois de France, de Saint-Louis à François Ier. De l'autre côté du mur commencent les espaces réservés aux moines. Une salle de lecture ou d'écriture, et surtout, à l'étage du dessus, le cloître. Comme le veut la règle monastique, il est en communication directe avec le réfectoire. Un immense volume éclairé de 59 fenêtres qui se révèlent une à une lorsque l'on progresse dans la salle et qui diffusent une lumière douce, parfaitement répartie. La Merveille est une performance architecturale qui impressionne et questionne les spécialistes. Cet immense bâtiment a en effet été construit en un temps record. On a quand même un chantier qui est extrêmement complexe à réaliser dans une période de temps qui est quand même relativement courte. On parle de 1228. On sait malgré tout, à travers les textes, qu'on a quand même des travaux qui perdurent jusqu'en 1236, mais malgré tout, ça fait un chantier colossal en 24-25 ans sur un édifice qui est difficile d'accès, quoi. Alors comment les bâtisseurs sont-ils parvenus à leur fin? Pour l'archéologue, certains détails de la façade dévoilent la véritable histoire de la construction de la Merveille. Quand vous regardez en fait les ouvertures, les fenêtres, les baies du réfectoire, vous apercevez que là vous avez une baie qui tombe au milieu du contrefort, alors que là vous êtes sur le côté, là également, à nouveau au centre. Enfin, il y a toujours un décalage, etc. On n'a pas quelque chose de complètement uniforme. On sent bien qu'il y a du bricolage, qu'on a reconstruit des choses sur du préexistant, quoi. En clair, les bâtisseurs ont largement utilisé les restes de l'édifice incendié. Et ils nous ont laissé ce montage hardi en bord de falaise, exposé continuellement au vent du nord. La Merveille est vulnérable et nécessite une surveillance particulière. Pour cela, on utilise aujourd'hui les moyens les plus modernes. Toutes les parties extérieures ont été scannées par hélicoptère et permettent de juger pierre à pierre de l'état du bâtiment. Il était temps. On n'est pas intervenu sur la Merveille depuis Paul Gou. Donc là, on est obligé de réintervenir parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même des zones qui étaient inquiétantes. Les lichens, les mousses, les algues, c'est quelque chose qui altère la pierre. Le granit, il a beau être très dur, avec le temps, il s'altère, il s'oxyde, il perd de sa cohésion. On a des altérations qui dépassent quelquefois 10 cm. On a perdu 10 cm d'épiderme, c'est considérable pour de la pierre. À la limite, ça menace même la stabilité de l'édifice si on ne prend pas garde. Donc, ce qui a justifié cette étude pour la restauration de la Merveille. Un vaste chantier qui ne concerne pas seulement les façades, mais aussi la pièce maîtresse de tout l'ensemble, le cloître. Le cloître, c'est une œuvre absolument extraordinaire. C'est un jardin suspendu, c'est en même temps une ouverture vers le ciel, alors que l'abbaye est un monde clos, fermé. C'est éminemment un espace spirituel. Mais évidemment, il subit les inconvénients de sa position, puisque c'est en même temps un réceptacle. Il est ouvert vers le ciel, certes, mais aussi vers les nuages et vers la pluie et vers toutes les intempéries. De fait, le terrain a perdu son étanchéité et génère des infiltrations très importantes vers la salle du dessous.
intervenir au sommet du mont, il faut employer les grands moyens. Des tonnes de terre et de pierre sont ainsi évacuées par hélicoptère afin de permettre la réfection du sol. Mais cette opération révèle également la part d'histoire qui dormait sous les dalles du promenoir. Là, on est sur le sol primitif qui correspond au cloître construit au XIIIe siècle. Donc, c'est vraiment le sol sur lequel marchaient les moines au XIIIe siècle. Donc, ce sont des dalles de schiste qui sont maçonnées entre elles à l'aide de mortiers de chaux et qui sont très érodées à force de circulation. Ce dallage historique a été profondément enfoui sous de nombreuses réfections. En particulier, celle de l'architecte Édouard Corroyer, qui à la fin du XIXe siècle entreprend de gros travaux de restauration du cloître. Ici, on voit le niveau de sol sur lequel on marchait il y a encore quelques semaines, qui est installé par Corroyer dans les années 1870. Et donc, on se rend compte que le sol vraiment a bougé, a été exaucé régulièrement au cours du temps. Pour l'archéologue et le restaurateur d'aujourd'hui, cette découverte permet de retrouver le sens premier de toute l'architecture. Ce cloître, en remontant le sol, il avait perdu sa proportion. On avait une proportion qui était pas celle qui était même à la limite pas à l'échelle du monument. Et là aujourd'hui, quand on voit bien, quand on est sur ce sol médiéval, donc celui du XIIIe siècle, celui de la conception d'origine du cloître, eh bien le monument reprend les proportions. Vous voyez que les chapiteaux, ils sont à hauteur là. On les a pas dans l'œil, les chapiteaux. On les voit légèrement en contre-plongée, ce qui est la vision normale d'un chapiteau. Puis la deuxième idée, c'est évidemment le banc, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ce banc, c'était quasiment une marche, quoi. Et aujourd'hui, avec ce niveau médiéval, ben voilà, le banc, c'est un vrai banc. Et les moines déambulent, ils ont leur bréviaire, ils ont la Bible, et ils peuvent s'asseoir pour méditer devant ce jardin suspendu absolument extraordinaire. Le projet architectural de la merveille se révèle d'une cohérence parfaite. Chaque salle possède un style pensé selon sa fonction. Et elles s'assemblent pour constituer le plan complet d'une abbaye verticale. Ou presque. Car il reste comme un vide à l'extrémité du cloître, dont le mur est ici percé de 3 arcades béantes. Elles devaient mener à un 3e bâtiment, jamais édifié. Manifestement, le plan d'origine prévoyait de prolonger la construction vers l'ouest. Le cloître se serait alors trouvé au centre du circuit monastique, entre le réfectoire, le dortoir et une salle capitulaire située dans le dernier bâtiment. Pourquoi le projet d'origine n'a-t-il pas été mené à son terme? Mystère. Une chose est sûre, la fin du chantier vers 1228 coïncide avec un changement de politique de la part des abbés. « 1236. Richard Turstein prend la direction de l'abbaye. Il a d'autres ambitions que celle d'être un guide spirituel. Proche du pape, il obtient pour lui-même des privilèges comparables à ceux d'un évêque et se préoccupe surtout d'affirmer et de consolider son pouvoir. Sur le côté est de l'abbaye, il transforme l'entrée en une porterie aussi fortifiée que celle d'un château et se fait construire Belchèze, une salle exclusivement consacrée à rendre la justice. Il pousse la défense de son domaine jusqu'à ordonner la construction d'une enceinte autour des maisons groupées en contrebas. C'est en effet un véritable village qui s'est développé sur les pentes du rocher. Intimement lié au fonctionnement de l'abbaye, il est aussi un passage obligé pour les visiteurs. Aujourd'hui, cependant, il demeure mal connu des historiens. Quelle était son étendue au XIIIe siècle?
Que sait-on des occupations de ses habitants? De nouvelles fouilles réalisées dans la rue principale, au pied de l'église du village, vont permettre d'en apprendre davantage. À l'occasion de travaux d'assainissement, les archéologues ont fait d'étranges découvertes. C'est un adulte, vu la taille de sa clavicule. Même la mienne, elle n'est pas aussi grande que ça, donc il devait être assez robuste. Moi, je dirais que c'est un vieux papy. Voilà, c'est ce que je m'imagine en tout cas. Il ne reste que les pieds de l'individu en place. C'est un enfant. C'est une trentaine de sépultures qui sont mises au jour. Aucun doute, il s'agit d'une partie de l'ancien cimetière du village. Le terrain a été largement bouleversé par les travaux successifs d'aménagement de la rue. La plupart des sépultures sont amputées, parfois totalement chamboulées. La première cause de ce grand désordre est très ancienne et nous ramène aux travaux de fortification du village. On est sans doute aussi sur le tracé du rempart construit au milieu du XIIIe siècle qui vient perturber complètement le cimetière et qui nous permet de dire que le cimetière est antérieur à ce rempart-là. Ce cimetière marquait sans doute à l'époque la limite du village. Mais pour faire passer les fortifications, on n'a pas hésité à écraser quelques tombes. Priorité à la défense des vivants. Ce fameux cimetière, il est coupé par une perturbation qui fait à peu près 3 mètres de large, qu'on voit très bien ici, en croupe et puis en plan, qu'on retrouve également là, qui vient bien donc couper le niveau d'arène granitique et le cimetière qui est posé au-dessus. On a ce fameux bloc-là qui est sans doute du rocher naturel, mais en tout cas qui a été taillé et qui est situé au niveau de l'angle du rempart du XIIIe siècle. La morphologie du village autour de l'église change complètement. Avec l'enceinte du XIIIe, quoi. Voilà. Pour François Caligny, qui étudie depuis des années les fortifications du Mont-Saint-Michel, cette découverte apporte des informations inédites et importantes sur les défenses de cette époque. Ce qui est intéressant avec la fouille qui est menée actuellement au niveau du cimetière paroissial, c'est qu'on a pu mettre en évidence les premiers vestiges de cette enceinte du XIIIe, avec une porte en chicane, qui est un élément extrêmement fort au niveau de la défense de l'entrée. On a d'autres éléments sur le mont qui sont conservés. Le principal, ça reste quand même une grande partie du rempart nord que la tradition attribue de toute façon au XIIIe siècle et qui manifestement fonctionne bien avec le XIIIe siècle. Et on a des petits éléments qui nous permettent en fait de faire une restitution de cette enceinte du XIIIe. On se retrouve comme ça avec une enceinte assez cohérente, une sorte d'arc de cercle à l'est de l'abbaye, sur les hauteurs, donc avec un village qui est assez resserré, donc à l'abri des vents dominants. En réalité, dès la fin du XIIIe siècle, les constructions franchissent les limites de ces premiers remparts. Le village se développe grâce aux avantages accordés par le monastère, mais aussi du fait des pèlerinages. Comme aujourd'hui, il faut assurer la nourriture et l'hébergement des voyageurs, et leur proposer des objets qui attestent de leur venue au sanctuaire de Saint-Michel. Des médailles, des bagues, mais aussi des grelots, des sifflets, ou même des cornes qui permettent aux pèlerins de faire du bruit tout au long du voyage. Un véritable rituel sonore grâce auquel ils s'identifient et se distinguent du simple voyageur. Cependant, les objets les plus prisés sont les enseignes métalliques, c'est-à-dire des petites figurines que l'on accroche au chapeau ou au revers du manteau. À ce sujet, les informations sont longtemps restées parcellaires, faute de matériel. Jusqu'à ce que, il y a quelques années, les archéologues mettent au jour plus de 150 moules de pierre destinés à la fabrication d'objets de pèlerinage. L'emplacement de la découverte, au pied de l'entrée de l'abbaye, nous a fait penser qu'on était très probablement en présence de l'atelier officiel de l'abbaye. Et on a une qualité de détail sur la plupart de ces objets qui est vraiment exceptionnelle.
On voit vraiment, par rapport à la diversité de tous les moules qu'on a pu trouver, la richesse et la volonté de créer un maximum de pièces, toutes différentes les unes des autres, de manière à satisfaire tous les goûts de la clientèle. Pour répondre à la demande, les artisans imaginent des techniques de production en série. Le principe, en fait, ça va être de produire en une seule coulée le maximum de pièces. En l'occurrence, sur des valves comme celle-ci qui servent à fabriquer 2 enseignes, avec les 2 personnages qui vont bien s'imbriquer l'un dans l'autre. Une seconde solution, ça va être d'avoir une pièce d'un côté du moule, et puis au revers, une seconde pièce. C'est un artisanat qui est vraiment très complexe, et on voit qu'il y a eu plein de réflexions en fait, pour produire le mieux possible, avec le plus de détails, et puis en gardant tout de même une belle qualité d'objet. C'est l'archange qui occupe le centre de cette iconographie. Mais sa représentation évolue. Avant la guerre de 100 ans, il est vêtu d'une toge. Après la guerre, on le représente en armure. Façon de rappeler ce fait d'armes qui va propulser le Mont Saint-Michel au sommet de sa gloire, son infaillible résistance à l'invasion anglaise. Nous sommes au début du XVe siècle. L'ennemi est là, armé, non loin des remparts, bien décidé à s'emparer du mont. Conflit de territoire et de succession au trône de France, la guerre de 100 ans va occuper les royaumes français et anglais de 1337 à 1453. Aux avant-postes du conflit, le Mont Saint-Michel est embarqué dans la tourmente et va se révéler la plus solide des places fortes. Ici, la première des protections est naturelle. C'est le mouvement des marées. 2 fois par jour, elle noie et découvre les abords du rocher. Et ne laisse à l'ennemi ni le temps de mener une attaque en bateau, ni celui d'en faire le siège à pied. Mais les défenseurs vont aussi transformer le rocher en véritable forteresse. La menace commençant à grandir autour du Mont Saint-Michel, en 1368, l'abbé du Mont Saint-Michel obtient l'autorisation du roi de France pour pouvoir en fait construire un rempart rudimentaire. Donc pour cela, il rase les maisons donnant sur la grève et il construit un premier mur avec 2 portes au sud, ici et là, et également une 3e porte à l'est au pendant de l'église paroissiale. Mais la vocation militaire du mont va encore s'affirmer. En 1415, les troupes anglaises commandées par Henri V débarquent en Normandie et se rendent maîtres de tout le nord de la France. Ou presque. Au milieu de ce territoire entièrement conquis, le mont résiste et demeure fidèle au royaume de France. Pendant plus de 20 ans, les Anglais vont tenter de faire tomber ce symbole insolent de la résistance. Ils vont même construire un fort à quelques centaines de mètres sur l'îlot de Tomblaine. En vain. Il faut dire que le mont a largement amélioré ses défenses. Au début du XVe siècle, l'abbé du Mont Saint-Michel, Robert Jolivet, commence à entreprendre un épaississement des fortifications, puis ensuite la construction de tours. Et on a comme ça tout un ensemble d'ouvrages le long de ces fortifications, avec un chemin de ronde et un parapet pour protéger en fait la garnison circulant sur ce chemin de ronde. On modifie aussi le plan des entrées, afin de limiter encore les possibilités d'intrusion. Aménagement dont on retrouve la trace dans l'une des caves des maisons adossées au rempart. Là, en fait, on a les vestiges de la porte monumentale du XIVe siècle, celle qui est représentée sur la miniature des frères Rimbourg. Et juste derrière nous, on a la maçonnerie de la demi-lune, donc cette tour qui bouche la porte à partir de 1425 pour empêcher les Anglais de pouvoir pénétrer à l'intérieur du Mont Saint-Michel et les obliger de passer au pied des remparts et d'être sous le feu des garnisons. En juin 1434, ils parviennent cependant à pratiquer une brèche à coups de canon dans le mur d'enceinte et pénètrent dans le village. Ils sont violemment repoussés par l'armée des défenseurs, c'est-à-dire les soldats de la garnison royale et 119 chevaliers normands
venu aider à tenir le siège. Le mont est invincible. Sa silhouette, visible à plus de 40 km, incarne l'espoir, la fidélité à la couronne et bientôt la victoire. Conséquence, après la guerre, l'afflux des pèlerins et des dons est sans précédent. Louis XI, le nouveau roi de France, se rend 5 fois sur place en pèlerinage et se montre très généreux avec l'abbaye, qui a besoin d'argent pour de nouveaux travaux. Le chœur de l'église romane s'est effondré pendant la guerre de 100 ans. On n'avait alors ni les moyens, ni la disponibilité pour le reconstruire. Mais, en 1446, l'abbé Guillaume d'Estouteville lance le chantier. Plusieurs fois interrompu, repris par 4 abbés successifs, il dure au final 75 ans. Malgré cela, le résultat est parfaitement harmonieux. Une cage de lumière vertigineuse, sans chapiteau ni sculpture pour interrompre le faisceau des colonnettes qui filent du sol à la voûte. Ici, seul l'éclat du jour, généreusement distribué par de larges baies, fait jouer la pierre. Pour lui donner encore davantage d'ampleur, le chœur est entouré d'une couronne continue de petites chapelles qui se découvrent derrière la ronde des piles. Mais cette construction étonne les spécialistes. Elle présente en effet une sobriété et un classicisme étranges pour l'époque. C'est un magnifique chevet qui est construit selon les principes du style gothique flamboyant, mais qui, par sa structure, par sa lisibilité architecturale, par l'absence de surcharge décorative, s'inscrit davantage dans la tradition du gothique rayonnant du XIIIe et du XIVe siècle. Ça a dérouté d'ailleurs beaucoup d'historiens de l'art qui se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles l'architecte s'inspirait d'une architecture qui lui est antérieure d'un siècle ou d'un siècle et demi. Selon Yves Gallet, pour comprendre ce qui s'est passé au moment de la reconstruction du chœur, il faut d'abord s'intéresser aux piliers qui le soutiennent aujourd'hui. Celui-ci en particulier. En 1964, il y a eu une opération de rénovation du pavage du chœur et on s'est aperçu, à la grande surprise des archéologues, que sous la pile gothique subsistait la demi-colonne romane liée à ce mur également roman. La reconstruction sur des structures antérieures n'est pas inhabituelle au Mont-Saint-Michel, mais celle-ci intrigue l'historien. Quelle est exactement l'ampleur de cette réutilisation? Pour le savoir, il faut descendre d'un étage et chercher les indices dans l'une des cryptes les plus mystérieuses de l'abbaye. Elle est peuplée d'une armée de piliers géants, d'énormes fûts cylindriques de plus de 5 mètres de circonférence, destinés à soutenir le chœur. Justement, leur volume hors norme ne cache-t-il pas quelque chose? C'est pour répondre à cette question que Yves Gallet a convoqué ici Christian Kamerlingh et ses appareils de géoprospection. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une image du noyau de la pile pour savoir s'il s'agit bien uniquement d'une pile du XVe siècle ou bien si la pile de l'époque romane a été conservée, comme on le pense, mais chemisée à l'intérieur d'une nouvelle maçonnerie qui la consolide et qui permet de porter l'ensemble du chevet. On a quand même à 10-15 cm de profondeur un réflecteur qui est quand même parfaitement régulier, rectiligne sur l'image, et qui pourrait être justement la base dans la profondeur de cette pierre, la limite entre les pierres de parement du XVe siècle et puis ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. Qui serait donc la pile d'époque romane. À l'intérieur du chemisage.
Ce qui serait maintenant extrêmement intéressant de savoir, c'est si cette structure, avec une sorte d'écorce gothique et un noyau plus ancien, se retrouve dans les autres piles. L'ensemble des piliers se révèle bien de la même composition. Autrement dit, ils contiennent tous leur ancêtre roman, comme le supposait Yves Gallet. Il s'agissait bien sûr de faire l'économie d'une reconstruction complète. Mais les conséquences sont importantes pour les bâtisseurs. On peut maintenant comprendre quelles ont été les contraintes qui se sont imposées au maître d'œuvre chargé de reconstruire le chevet au XVe siècle. Il a fallu qu'il construise, qu'il conçoive, qu'il imagine un chevet dont le plan pouvait exactement s'emboîter sur les structures de la crypte romane. Cette contrainte, l'architecte de l'époque semble l'avoir résolue en s'inspirant d'un autre chœur. Yves Gallet a en effet découvert d'étranges similitudes entre celui du Mont-Saint-Michel et celui de la cathédrale d'Évreux. Les grandes arcades, un triforium dont le mur extérieur est ajouré et au-dessus des fenêtres hautes. Les proportions sont les mêmes, même largeur, même hauteur, autour d'une vingtaine, 20-25 mètres de hauteur. Et puis surtout, dans ce chevet, l'implantation, l'emplacement des piles correspond exactement à ce que nous voyons au Mont-Saint-Michel. Les deux plans se superposent très exactement, ce qui est extrêmement rare dans l'architecture médiévale. On arrive à comprendre finalement pourquoi un chevet du XIIIe siècle, c'est-à-dire un chevet relativement ancien, a été érigé comme modèle au milieu du XVe siècle, c'est-à-dire pratiquement 200 ans plus tard. En allant chercher sa référence sur un monument vieux de 2 siècles, l'architecte résolvait son problème de construction. Mais il ajoutait aussi à l'imbroglio déjà complexe des époques. Le résultat, cependant, est admirable. Il permet de combiner l'impression de robustesse et de finesse, et donne à ce vaisseau de pierre le pouvoir d'inspirer à la fois sécurité et harmonie. Sentiment nullement trahi quand le regard se porte à l'extérieur. Là où les masses de pierre s'épaulent l'une l'autre, neutralisent les énormes poussées pour parvenir à l'équilibre, elles s'emploient aussi à alléger, ajourer et finalement prolonger l'élan vertical de toute la construction. Le Mont-Saint-Michel a atteint sa forme quasi définitive. De la chapelle carolingienne de Notre-Dame-sous-Terre à l'achèvement des travaux du chœur gothique en 1522, il résume à lui seul 7 siècles d'architecture religieuse. Les grands travaux sont achevés, mais le récit du monde n'est pas terminé. À nouveau, il va se trouver violemment soumis au chaos de l'histoire. Un lieu bien étrange que ce Mont-Saint-Michel, dit Victor Hugo en visitant l'endroit en 1836. Et il poursuit. Partout autour de nous, l'espace infini, l'horizon bleu de la mer, l'horizon vert de la terre, les nuages, l'air, la liberté. Et puis tout à coup, là, dans une crête de vieux mur, au-dessus de nos têtes, à travers une fenêtre grillée, la pâle figure d'un prisonnier. Le Mont est en effet devenu l'une des plus terribles prisons de France. L'histoire carcérale du Mont-Saint-Michel, elle commence en réalité au Moyen-Âge, car l'abbé du Mont était un seigneur féodal. Il avait donc des pouvoirs judiciaires et il y avait des cachots dans l'abbaye. De cette époque, il subsiste aujourd'hui 2 cachots situés au niveau le plus bas d'un bâtiment construit au XIIe siècle. Ils témoignent des conditions de détention au Moyen-Âge.
À l'origine, il n'y avait pas ce couloir d'entrée, mais les détenus étaient descendus par cette trappe. Si bien que la surveillance était assez facile, finalement. Il y avait un coin latrine qui est, il est vrai, très très réduit ici, et puis une ouverture sur l'extérieur, mais les murs sont tellement épais qu'on a bien du mal à voir la lumière du jour. Au XVIIe siècle, Louis XIV décide d'utiliser le Mont-Saint-Michel pour y enfermer des prisonniers politiques, ce qui vaut à l'endroit le surnom de Bastille des Mers. On a aménagé une trentaine de cellules dans les logis abbatiaux, et ce sont les moines qui assurent la garde des détenus. Mais la nouvelle vocation du Mont va surtout s'affirmer à partir de la Révolution. En 1789, l'Assemblée constituante abolit les vœux et les ordres monastiques. Les moines quittent le Mont qui devient propriété de l'État. La forteresse ne rapporte plus rien et se dégrade. On décide alors de la reconvertir entièrement. L'endroit va devenir aussi difficile à fuir qu'il était impossible à prendre au temps de la guerre de 100 ans. En 1793, on transforme l'ensemble de l'abbaye en prison et les premiers détenus ont été des prêtres réfractaires à la constitution civile du clergé. Et puis ensuite, ça a été des prisonniers politiques et puis surtout des prisonniers de droit commun. De 1793 à la fermeture de la prison, en 1863, il y a eu 14 000 détenus. Donc on a changé vraiment d'échelle. Il y avait tellement de détenus qu'il a fallu aménager un peu partout des ateliers, des réfectoires, des dortoirs, même dans l'église. Tous les espaces disponibles sont réquisitionnés. On n'hésite pas à utiliser la nef dans toute sa hauteur en y aménageant 3 niveaux différents. On y mange, on y dort et on y travaille à la fabrication de chapeaux de paille. Les conditions de détention sont terribles. Le Mont acquiert la réputation d'un enfer carcéral qui scandalise Victor Hugo. Des spectres en guenilles se meuvent dans la pénombre blafarde, sous les vieux arceaux des moines. La nef romane changée en réfectoire infecte. Partout la double dégradation de l'homme et du monument. C'était pitoyable, bien sûr, de transformer en prison des bâtiments aussi beaux et aussi fragiles. Mais c'est ce qui a permis de sauver les murs. Il valait mieux servir de prison que de carrière de pierre. C'est un phénomène géologique qui va mettre fin à l'existence de la maison centrale. Contrainte par les sédiments, l'une des 3 rivières qui se jettent dans la baie s'est mise à changer de lit. Elle coupe dorénavant la route des charrettes à destination du Mont, qui devient très compliqué à approvisionner. En 1863, Napoléon III décide de la fermeture de la prison. Abîmée, couturée de partout, lestée par un passé encombrant, la construction aurait pu alors sombrer dans l'oubli. C'est alors qu'émerge la notion même de patrimoine, et que l'on classe aussitôt le Mont-Saint-Michel parmi les monuments dits historiques. Des sommes considérables sont investies pour effacer les séquelles de la maison d'arrêt et sauver les parties ruinées. Il y avait fort à faire. Consolider l'abbaye. Il y avait des endroits où les murs avaient bougé, et puis il y avait des endroits très très fragiles, comme le cloître. Parce que le cloître avait été modifié par l'administration pénitentiaire, qui avait construit des cellules sur une partie des galeries. Le réfectoire, lui, il était dans un triste état depuis le XVIIe siècle, parce que les moines l'avaient coupé par 2 planchers, mais le travail peut-être le plus emblématique, ça a été de reconstruire la tour centrale de l'église et de la couronner d'une flèche. Et on va surtout mettre au sommet de la flèche une statue de l'archange Saint-Michel due au sculpteur Frémier.
Plus qu'une simple réfection, il s'agit là d'une véritable mise en scène du monument. Une ultime et spectaculaire métamorphose que vient parachever la statue dorée de l'archange. Aujourd'hui replacée au sommet de la flèche après restauration. La réussite est totale. Grâce à cette extension, le Mont Saint-Michel dessine dorénavant un triangle parfait sur l'horizon de la baie. Silhouette iconique qui le distingue entre toutes les îles du monde. Après avoir été abbaye, centre de pèlerinage, forteresse et prison, il continue sa traversée des siècles en tant que phénomène architectural. Un joyau de pierre qui exerce son pouvoir d'attraction sur les touristes venus de tous les horizons. Son éclat singulier ferait presque oublier qu'il est en réalité le fruit d'une succession chaotique d'événements et qu'il porte en lui les traces de la très longue histoire qui l'a façonné.